Bonsoir à toutes et à tous, nous nous retrouvons en direct du Biel ce soir et tous les soirs jusqu'au 9 novembre pour accompagner le Salon du livre francophone de Beyrouth qui se déroule donc depuis quelques jours. Ce soir également beaucoup d'activités intéressantes sur notre menu, au menu de cette soirée. Nous aurons des entrevues avec des académiciens, des membres de l'Académie Goncourt, de grands auteurs et surtout nous allons annoncer ce soir également le lauréat du choix de l'Orient. Mais avant tout, nous allons consacrer une attention particulière à une table ronde qui se déroulera demain et qui parle de la traduction littéraire. J'ai le plaisir de recevoir sur le plateau de la MTV Madame Gina Aboufadel Saad, bonsoir. Bonsoir. Et Monsieur York Cambreling, bonsoir. Bonsoir. Madame Saad, vous êtes directrice de l'école de traducteurs et d'interprètes de Beyrouth, de l'Université Saint-Joseph, et vous organisez conjointement avec l'Institut français demain une table ronde qui s'intitule Le traducteur littéraire dans les coulisses de l'édition. Parlez-nous un peu plus de l'intérêt de cette table ronde dans le cadre du Salon du livre. Vous savez, la traduction littéraire est le genre de traduction qui est sous-estimé. Parce que très souvent, on dit aux apprentis traducteurs, quand vous allez recevoir votre diplôme, vous allez travailler, mais vous aurez plutôt des textes qu'on appelle pragmatiques, c'est-à-dire techniques spécialisées à traduire. Ce qui fait que le marché de la traduction littéraire est très limité. Il est sous-estimé. Cette table ronde est là pour dire que non, il faut regarder la traduction littéraire autrement et il faut aussi prendre en compte les éditeurs qui est cette personne qui va vous imposer des contraintes auxquelles vous devriez vous plier. Excellent. Et Monsieur York Cambreling, vous êtes directeur d'Atlas, qui est l'association en charge de la promotion de la traduction littéraire basée à Arles. Est-ce que la traduction littéraire a encore besoin d'être promue vu qu'elle existe depuis des siècles et des siècles? Oui, tout à fait. Je crois que Madame Aboufadel a bien décrit le caractère un petit peu confidentiel de cette activité. Souvent, les traducteurs littéraires sont considérés comme des travailleurs de l'ombre qui font certes un métier indispensable, mais qui peut-être sont à l'aise dans les coulisses de l'édition plutôt qu'au premier plan. Mais je crois que cette position qui est un petit peu caricaturale les enferme aussi et n'est pas profitable au développement de leur capacité. C'est-à-dire que être mis en lumière, tel qu'est le propos de notre association, c'est-à-dire de mettre leur travail en lumière, permet de faire grandir au sein du public la conscience de ce qu'est réellement la traduction littéraire et de ce qu'elle apporte. C'est une tâche difficile quand même. Oui, c'est une tâche de longue haleine, mais oui. C'est un auteur qui est c'est une personne qui est également auteur. Oui, elle a en France le statut juridique d'auteur, mais on peut dire que le traducteur est le co-auteur du texte traduit. Justement, c'est ça. Madame Saad, est-ce qu'il y a des qualités précises que vous trouvez importantes chez un traducteur littéraire, vu que vous enseignez cette matière aussi à l'ETIB? Certainement. Le traducteur littéraire, c'est quelqu'un qui doit aimer écrire, qui doit aussi savoir écrire. C'est-à-dire quelqu'un qui doit avoir une belle plume. Justement. Qui doit aller au-delà de ce que Roland Barthes appelle le degré zéro de l'écriture. Mais c'est quelqu'un qui doit avoir un style très souple, très malléable, qui puisse se plier à tous les styles, genre de style auquel il est confronté. Exactement. Et c'est quelqu'un aussi qui doit avoir beaucoup d'humilité. Comme M. Cambreling vient de le dire, c'est quelqu'un qui est dans les coulisses, c'est le travailleur de l'ombre. Mais c'est quelqu'un de très important en fait. Il doit disparaître pour que l'auteur apparaisse, mais il le fait avec grand plaisir, il le fait de tout cœur. Mais c'est ça, justement. Monsieur Cambreling, vous êtes vous-même traducteur littéraire. Oui. Racontez-nous un peu à propos de ces qualités dont vient de parler Madame Saad, comment on peut les vivre et comment on arrive à se mettre en deuxième plan par rapport à l'auteur, comme ça rapidement, expérience personnelle à l'appui. Alors pour parler de cet immense sujet en quelques phrases, je vais dire qu'il y a d'abord un travail d'appropriation du texte. Le traducteur est avant tout un lecteur très pointu,
de l'auteur. C'est peut-être son lecteur le plus scrupuleux, le plus exigeant. Le plus fidèle. Le plus fidèle. Et une fois qu'il s'est emparé de chacune des articulations du texte, de ce qui fait écho à l'intérieur même du texte, il va y avoir un travail de recréation qui passe effectivement par une prise de distance parfois, car les moyens d'expression dans une littérature et dans une autre peuvent être équivalents mais ne sont jamais les mêmes. Donc, et il y a donc un travail de réappropriation au sein de sa propre langue. Voilà, les deux temps. Et vous, à Arles, vous arrivez à faire naître cette passion à travers aussi la fabrique des traducteurs. Parlez-nous un peu plus de cet endroit-là qui est magique, je pense, pour tous ces traducteurs qui viennent du monde entier pour se pencher sur ce sujet passionnant. Alors, à Arles se trouve effectivement le Collège international des traducteurs littéraires, qui est un lieu de résidence et qui a plusieurs missions, dont une qui est une mission de formation. Et nous accueillons effectivement en atelier de professionnalisation des traducteurs. Nous avons jusque-là déjà organisé 2 ateliers ces dernières années français-arabe. Et au cours de ces ateliers viennent des traducteurs qui sont diplômés, mais qui ont encore un pied dans la traduction, mais pas les deux, et qui viennent élaborer un projet, l'avancer, au contact de traducteurs travaillant dans l'autre sens. Et chacun s'épaule. Voilà. Et cette mutualisation des expériences oui. Est très fructueuse. Et nous avons le projet, comme ça, de porter ces professionnalisations vers des langues pour lesquelles l'université ne forme pas de professionnels. L'arabe en fait partie. Il y a des études d'arabe, bien sûr, en France, mais il n'y a pas de formation professionnalisante pour des traducteurs d'arabe. Excellent. Bon, en tout cas, merci beaucoup pour toutes ces informations. Parler de traduction littéraire, un sujet si vaste en quelques minutes est quelque chose de très difficile. C'est pour cela que j'invite les téléspectateurs qui sont intéressés par ce sujet à assister demain à 19h à la table ronde que vous allez vous-même, dont vous allez être les invités, avec également une dame chargée de l'édition dans Dar al-Nahar qui s'appelle Jana Tamer et également Fifi Aboudib qui a traduit un ouvrage très important de la littérature libanaise, Al-Rarif vers le français Le Pain. On aura le plaisir de vous recevoir demain, de vous rencontrer demain à 19h au Salon du Livre. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour caresser tes petits seins, pas besoin de me faire un dessin. En pleine main, je prends tes hanches et tu cesses de faire la planche. Tiens, voilà ton étalon qui enlève son pantalon. Et c'est avec émotion que je touche au fruit de la passion. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Vas-y tranquille, c'est bon. Vas-y tranquille, c'est bon, bon, bon. Après le sujet de la traduction littéraire, on commence les entrevues de la journée, des entrevues passionnantes avec de grands auteurs et des académiciens. Nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau un membre, le secrétaire général de l'Académie Goncourt cette fois, Monsieur Didier Decoing. Comment allez-vous? Vous allez bien? Je vais bien, je vais très bien même parce que on vient de décerner le prix du choix de l'Orient. Oui. Et une fois de plus, j'ai été bluffé par la qualité de ces jurés, parce que c'est essentiellement des filles. Des femmes, je crois qu'il y avait 2 garçons seulement. Oui. Mais elles ont non seulement elles font bon vote, mais elles ont un brio pour expliquer leur motivation de vote. C'est impressionnant. C'est excellent. On va justement annoncer le résultat dans quelques instants du choix de l'Orient. Donc j'ai rien dit. Vous n'avez rien dit. On laisse durer le suspense. J'ai juste dit que c'était bien. Ah bah oui. Monsieur Decoing, vous êtes non seulement auteur, journaliste et romancier, mais aussi scénariste. Et aussi bien pour le cinéma que la télévision. C'est pour cela que vous vous intéressez aussi aux faits divers, parce que là, on entre dans votre ouvrage à vous. Oui, vous savez, les faits divers, ils inspirent le cinéma, ils inspirent les ballets, ils inspirent l'opéra. Les grands opéras sont souvent basés sur des faits divers. Bon, ils inspirent la littérature, etc. Et moi, j'avais un papa qui était cinéaste, Oui, qui était metteur en scène, justement, et qui puisait ces sujets de films dans les faits divers. Et les faits divers à la maison, ils étaient partout chez eux. Il y en avait sous forme de journaux, bien évidemment. Oui. Il y en avait à la cuisine, il y en avait au salon, il y en avait dans les chambres à coucher. Et donc, j'étais immergé, presque noyé sous les faits divers et fasciné par ce monde-là. Donc, je vais présenter votre ouvrage qui est le dictionnaire amoureux des faits divers par Didier Decoing. Comment peut-on être amoureux de faits divers?
Parce que je ne suis pas amoureux du fait divers lui-même, mais de la personne qui est l'héroïne ou le héros du fait divers. Que ce soit l'assassin ou l'escroc. Les escrocs sont des gens très drôles quand même. Oui. Ben, l'homme qui a vendu la Tour Drôle. Eiffel, c'est assez grandiose. Ah bah oui. Où je suis très souvent amoureux, plus souvent d'ailleurs, des victimes qui 9 fois sur 10 sont des femmes. Je ne sais pas ce que vous avez fait aux assassins pour qu'ils vous estourbissent. Qu'est-ce qu'on a tout. fait à la société, hein? Surtout aux méchants. Mais c'est vrai que les victimes sont extrêmement touchantes, parfois très jolies. Et voilà, moi, ça m'inspire. Donc justement, quand on parle de faits divers, on parle d'amoureuses maudites, de kidnappeurs, de tueurs en série, des histoires à peine croyables mais vraies qui se sont passées et vous les avez relatées par ordre alphabétique, comme le veut la tradition dans tous les dictionnaires amoureux. Et donc ça a été difficile de choisir comme ça parce qu'il y en a tellement. Comment vous avez fait votre choix de faits divers? Alors j'ai d'abord éliminé les grands faits divers français ou même étrangers qui étaient tellement connus qu'on en avait... J'avais plus rien à dire dessus. Ouais. Et j'ai choisi des faits divers qui soient un peu insolites parce que je veux que ce livre soit un livre de distractif et que les lecteurs s'amusent. C'est pas un livre gore, hein, c'est pas un livre triste, lugubre. Il y a des histoires qui sont effectivement très, très savoureuses. Donc j'ai choisi en fonction du côté insolite ou du côté totalement inconnu du fait divers. Ou du côté, juste un exemple parce qu'il est très très joli, une petite actrice américaine qui s'appelle Peg and Whistle. Elle fait un film, Ouais. on coupe toutes ces scènes parce que le film est trop long, et donc elle se dit je ne réussirai jamais. Alors elle monte, c'est à Hollywood, elle monte, vous savez, il y a marqué sur une colline, il y a écrit Hollywood Oui, oui, en oui. grosses lettres. Donc Oui. elle monte sur le H. Ouais. Elle regarde la ville sous le coucher de soleil, elle se jette en bas, elle se tue. Ah Elle là se là. suicide parce qu'elle se dit je ne réussirai jamais. Et dès qu'on découvre son corps, on va prévenir son oncle qui dit alors ça c'est inouï, il y a une lettre qui est arrivée pour elle ce matin. Et la lettre, c'était celle d'un studio qui lui offrait le premier Oh rôle là là. dans un film. Quelle histoire. Ah, c'est Ça, terrible. C'est triste, ça c'est C'est triste, terrible. c'est Et tellement triste. ce côté, le destin a un mauvais humour. Parfois, mais, oui. mais c'est fascinant quand même. Justement. Donc, comme vous dites, des histoires un peu tristes parfois, un peu drôles également, comme l'histoire de ce perroquet là, le perroquet par exemple, le fait divers du perroquet. Vous avez même parlé d'Emma Bovary dans votre Oui, j'ai ouvrage. parlé d'Emma Bovary dans l'acception que Flaubert, ses copains lui disaient arrête. Il écrivait des péplums hein, bon, qui étaient prétentieux, lourds, avec des adverbes Justement. en ment, etc. Donc un jour, ils lui ont dit prends plutôt une histoire triviale, une histoire de nous, des gens. Et il a découvert que dans le village à côté du sien, il y avait eu l'histoire d'une femme qui s'appelait Delphine de la Mare et qui s'était suicidée, etc. Et il en a fait Madame Bovary. Madame Bovary. Le fameux Madame Bovary. Ouais, c'est une histoire vraie. Mais l'une des plus jolies, parce que tout le monde, enfin qui concerne tout le monde, on a trouvé dans la Seine au début du XXe siècle une jeune noyée qu'on a ramenée à la morgue. Elle était tellement jolie que l'employé de la morgue a voulu prendre une empreinte de son visage. Donc il a fait un masque et voilà, et on a gardé ce masque. Et c'est vrai que la petite était absolument ravissante. Beaucoup de temps se passe et un industriel suédois, et on lui demande de fabriquer les mannequins qui vont servir à entraîner les gens à se faire du bouche à bouche. Oh. Parce qu'on fait du bouche à bouche sur des mannequins quand même. Ah oui. Donc il se dit, bon d'accord, je vais faire ça, mais quel visage prendre? Il apprend l'existence de ce vieux masque, cette vieille empreinte. Et il va l'utilise. voir. Il dit, elle est trop jolie, il s'en sert pour faire la figure. Et donc cette petite noyée, dont on ne connaît pas le nom, est devenue aujourd'hui la fille la plus embrassée du monde. Ah là Je trouve que là. c'est une jolie revanche. C'est joli ça. C'est beau, c'est super comment ces petits faits divers peuvent devenir de grandes Alors c'est histoires. 5 ans de recherche, hein, tout ça. Oui. Je suis allé à la pêche un peu dans le monde entier. Mais justement, combien de travail, de patience on a besoin Oui, mais de plaisir déployer. aussi. De plaisir aussi. C'est le plaisir du chasseur solitaire. En tout cas, ça vous va beaucoup, Monsieur Decoing, de faire ça. Vous êtes tellement dans toutes ces dimensions d'auteur, de scénariste, que vous êtes la Merci. personne idéale pour avoir rédigé un dictionnaire pareil. Merci beaucoup pour toutes Merci vos beaucoup à informations. vous. Merci Merci. et bonne chance. Joséphine blanche, robe rouge et noire, danse avec le reflet du miroir. Arrivée du... Ma tête tourne, ma tête frappe, un coup de tambour qui éclate, un fou qui fait
C'est avec une grande joie et une pointe de déception que je reçois ce soir Emmanuel Rubin. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Une grande joie d'abord parce que j'aime beaucoup vos ouvrages, notamment La ligne des glaces, donc votre dernier ouvrage que vous présentez ici au Salon du Livre de Beyrouth, mais avec une pointe de déception parce que malheureusement votre ouvrage a été retenu dans les titres du prix Goncourt, mais pas dans la shortlist des 4 derniers livres. Le prix sera annoncé le 5 novembre. Votre livre n'en fera malheureusement pas partie, mais c'est quand même un très beau livre. Donc quel est votre état d'âme à ce niveau? Ben, ça veut dire que je ne serai pas éliminé le 5 novembre, donc c'est bon signe. J'ai une petite pensée quand même pour les 4 qui vont être éliminés le 5 novembre et je pense que c'est pas facile à vivre. Donc pour moi ça va, c'est très bien. Les 3, il restera un des pour cas, oui, pour les 3, c'est vrai que tout le monde n'est pas Justement. éliminé, pardon. Bon, Emmanuel Rubin, vous êtes écrivain, vous êtes dessinateur. Votre ouvrage, La ligne des glaces, est très atypique, puisque le sujet est atypique. J'ai trouvé très original l'idée de mettre en tant que personnage principal un diplomate, dont le nom est d'ailleurs très significatif, qui s'appelle Samuel Vidouble. On a l'impression qu'il vit une vie double, n'est-ce pas, selon l'endroit où il se trouve. Et le thème aussi en tant que tel, le fait d'être envoyé dans un pays de la Baltique pour tracer une frontière maritime. Comment vous avez été inspiré par des idées pareilles? Bien, la thématique des frontières est une thématique qui m'habite depuis longtemps, parce qu'en fait, mon premier roman s'intitulait Alta Yalta. Yalta, c'est la ville où on a découpé l'Europe, où on a tracé les frontières de l'Europe. Et la plupart des livres que j'écris se passent dans des régions, on va dire, frontalières. Et vous parlez beaucoup de frontières dans votre ouvrage, notamment à un moment où le narrateur dit « Tu n'es pas seulement à la frontière de l'Europe, tu es aussi à la frontière de tes rêves ». Pourquoi cet intérêt pour les frontières, le dépassement des frontières, le tracé de frontières? Parce que je pense que les frontières d'abord sont faites pour être traversées. Malheureusement, bon, c'est pas toujours facile, mais même quand il est difficile de les traverser, les hommes s'efforcent de les traverser. Et ce qui m'intéresse, c'est tous les flux qui peuvent se créer de part et d'autre des frontières. Il y a des flux de contrebande, mais il y a des flux de migrants. Et à chaque fois qu'une frontière est tracée, en fait, les hommes essayent de la traverser. Donc c'est ça qui est intéressant. Justement. Et votre ouvrage se penche également, à part les frontières, sur le vécu des expatriés, sur la notion d'exil, comment elle est vécue par les personnes qui sont expatriées. Vous avez eu une expérience dans ce domaine, parce que vous le décrivez si bien, cet état. J'ai eu des expériences, mais qui sont courtes. En fait, j'ai eu pas mal de postes. J'ai occupé des postes à l'étranger, dans différents pays. Et en effet, ça a nourri mon expérience. Et j'aimerais bien, à l'avenir, continuer à vivre en dehors de la France, parce que j'y apprends beaucoup de choses. Donc vous parlez de la vie en dehors de la France. Votre héros dit « Un bon roman vaut toujours un bon voyage ». Moi qui suis passionnée de voyage, c'est une phrase qui m'a vraiment attirée. Est-ce que c'est vrai? Ça vaut pour vous comme ça, lire un roman, ça remplace un voyage? Bien sûr, parce qu'en fait, il y a eu une mode un peu des écrivains voyageurs et des romans qui sont des romans de voyage, mais je ne crois pas que j'ai écrit un roman de voyage, je ne crois pas être un écrivain voyageur. Ce qui m'intéresse, c'est l'idée qu'on peut tout à fait écrire un roman sans faire le voyage. Ça se faisait beaucoup dans le temps, les gens écrivaient des romans, au lieu de voyager, les gens étaient persuadés que l'auteur avait découvert le pays. C'est le cas par exemple avec, ce n'est pas un roman, c'est un poème, mais la prose du Transsibérien de Blaise Cendrars, Oui. en fait, il n'a jamais pris le Transsibérien, comme il le disait, je ne l'ai jamais pris, mais je l'ai fait prendre à tous. Justement, Donc, voilà. c'est ça, faire découvrir ces pays, ces horizons différents. Et en fait, j'aimerais m'attarder aussi à la fin de notre entrevue sur votre style, qui m'a beaucoup marqué. J'ai adoré votre style, les phrases courtes, rapides, surtout au début, qui s'allongent petit à petit, comme si elles accompagnaient un peu l'état d'âme du narrateur. On dirait que c'est un style de journaliste, de reporter. Vous avez travaillé dans ce domaine également, ou bien c'est un style que vous aimez travailler de la sorte? Alors, la question du style, je crois pas que toutes mes phrases soient courtes quand même. Il y a des phrases qui sont... Au tout début, c'est ça. Au début, c'est parce que ça retranscrit des impressions Justement. fugitives, des sentiments. Ça donne beaucoup à voir. C'est comme un reportage. Il y a aussi la question de... Moi, j'ai travaillé en chancellerie et j'ai appris en chancellerie
l'efficacité en fait. Hein. Quand on fait Rapide. quand on écrit un télégramme diplomatique, il faut être le plus Rapide efficace et possible. direct. Et on comprend par exemple pourquoi Stendhal, qui a travaillé qui a travaillé dans des ambassades, savait écrire ainsi. Justement, donc ça s'acquiert aussi. Merci beaucoup Emmanuel Rubin. J'espère que Merci vous à vous. aurez l'occasion de remporter d'autres prix. Ne soyez pas tellement déçus pour le concours. À J'espère bientôt, j'espère. Merci Merci. beaucoup pour cet entretien. C'est pas ma faute. Et quand je donne ma langue au chat, je vois les autres tout prêts à se jeter sur moi. C'est pas ma faute à moi. Si j'entends tout autour de moi, hello Elite, moi Lolita. Mais du pain sur son balcon pour attirer les moines et les pigeons. Elle vit sa vie par procuration devant son poste de télévision. Levé sans réveil avec le soleil. Un moment phare du Salon du livre francophone de Beyrouth depuis 3 ans déjà, l'annonce du choix de l'Orient, ce fameux prix qui est décerné par des jurys d'étudiants à travers toute la région du Moyen-Orient, 9 pays, 19 universités. Donc aujourd'hui, il y a quelques instants, l'annonce du prix a été faite. Nous avons avec nous le directeur régional de l'Agence universitaire de la francophonie qui organise le prix Goncourt. Comment allez-vous, Monsieur Sabourin? Écoutez, très bien, je suis très heureux aujourd'hui puisqu'on a eu... Racontez-nous. Ah ben écoutez, ça a été vraiment une très très belle cérémonie. Oui. Les étudiantes ont été étudiantes, je dis parce qu'il y a plus de filles que de garçons dans les Oui. jurys, ont été vraiment très impressionnantes dans l'analyse qu'elles ont faite des différents livres qu'elles ont lus. Oui. Et donc, eh bien, elles ont donné un lauréat. Un lauréat. Et c'est qui le Et lauréat? bien, le lauréat, Donc, on c'est fait Kamel l'annonce. Daoud Oui. pour son livre Meursault contre enquête. Justement, qui est cet Voilà. ouvrage-là. Donc, Kamel Daoud pour Morceau contre enquête. Vous vous doutiez un peu de cela? Ça vous avait plu plus que les Oui, autres? moi ou- j'ai bien aimé ce livre, effectivement, donc j'avais déjà un peu le pressentiment qu'il pourrait être le lauréat, mais apparemment les jurys l'ont donné largement en tête, donc il a remporté beaucoup de suffrages. C'est très bien, il ne faut pas oublier les autres livres quand même. Oui, Il y avait de il y a très, de très beaux livres, très beaux vraiment, livres. que j'ai dévoré à longueur de semaine. Ah, et voilà. Beaucoup de livres qui auraient vraiment pu remporter le prix, comme le livre La ligne des glaces d'Emmanuel Rubin, le livre d'Éric Reynard également. Beaucoup d'ouvrages, Pas pleurer, donc beaucoup d'ouvrages qui valaient la peine également de remporter le prix. Bon, le choix a été fait, le lauréat est annoncé, il n'est malheureusement pas au Liban, mais on peut parler juste un peu du livre comme ça pour donner un avant-goût aux téléspectateurs. C'est un livre qui parle d'Algérie, qui parle d'un Oui, crime. c'est en fait une sorte une revisite, un revisitage en fait de L'étranger de Camus, Oui. à travers en fait un auteur algérien qui reprend un petit peu cette trame et qui l'adapte en fait à la réalité en fait de son pays. Donc je pense que c'est très intéressant. Le style à mon avis est frappant. Il a d'ailleurs frappé les étudiantes. Et surtout, je crois que ce qui a été dit par les étudiants, c'est que ce choix n'a pas été fait parce que c'était un arabe, mais parce que c'était un bel auteur. Ah, et ça, c'est bien. très important. Ça, c'est très important. C'est très important. Oui. Et ça a été dit et redit, et ça a aussi été dit d'ailleurs par Soch Chalandon. En fait, le lauréat du choix de l'Orient n'est pas forcément un arabe, c'est quelqu'un qui présente une œuvre Qui plaît. et qui plaît. Justement. Voilà. On aura l'occasion de parler en détail du choix, comment il a été fait avec les étudiants, avec la présidente Absolument. du jury dans quelques Absolument. instants. Mais là, comme on parle de ce qui plaît, pas nécessairement en arabe, on a un exemple avec nous, Sor Chalandon, qui est quand même qui a le monde arabe dans le cœur, le Liban également, qui a remporté l'année dernière le choix de l'Orient. Comment allez-vous? D'abord, je vais très bien. Et en plus, je suis très troublé parce que l'année dernière, je n'étais pas là quand le prix a été décerné. Justement. Et donc là, j'ai vu comment ça se passe Oui. pour la deuxième fois. Donc c'est comme une petite souris en fait, parce que aujourd'hui, c'est Kamel Daoud qui est primé. Mais l'intelligence des étudiantes et des étudiants, l'intelligence de leurs questions, la pertinence de ce qu'ils disent, moi ça m'a suffoqué parce que j'ai assisté à d'autres prix, j'ai assisté à d'autres prises de parole de jeunes, mais là il y a une maturité aussi. Oui, il y a une n'est-ce pas? maturité et surtout dans une langue qui n'est pas la leur. Donc lire ce livre, le primer, le défendre dans une langue
disons, étrangères. J'ai trouvé ça assez bouleversant. Super. Et vous donc, en tant que lauréat du Choix de l'Orient, l'année dernière, votre fameux 4e mur a été traduit, comme le veut la tradition, du lauréat du Choix de l'Orient. Cette année, vous le signez également en arabe. Ça s'appelle Al-Jidar al-Raba, c'est ça, le 4e mur, je pense. Le Vous n'allez pas me 4e mur, oui. contredire. Donc, qu'est-ce que ça vous fait d'être traduit en arabe? J'ai une impression première, c'est que j'ai l'impression que j'ai écrit ce livre en français et puis qu'il m'a échappé et qu'il est revenu tout seul à la maison. Le livre, Il est revenu. le livre, il est rentré au Liban et ce qui me touche, c'est que tout le monde ne parle pas français au Liban, évidemment. Et ce qui me touche, c'est que ça va ouvrir d'autres portes, ça va ouvrir d'autres lecteurs qui vont entrer, comme j'ai pu le faire dans cette époque-là, des gens qui connaissent évidemment, mais des jeunes qui ne connaissent pas. Et donc, je trouve que primer un livre en lui offrant une autre langue, je trouve ça absolument merveilleux. C'est un cadeau super. Et je ne connais pas d'autres prix où le prix, c'est la traduction dans la langue du pays qui vous l'offre. Voilà l'intérêt du Choix de l'Orient, vraiment. Absolument. Je répète que c'est un prix qui, bien sûr, promeut les valeurs de la francophonie, mais surtout qui promeut les valeurs de la multilinguistique, de la multiculturalité. C'est ça qui est important. Excellent. Sœur Chalandon, juste avant de vous quitter, vous dites les livres libèrent, c'est pour cela que les dictateurs les font disparaître. Est-ce que le 4e mur vous a libéré des fantômes de votre présence ici lors des massacres de Sabra et Shatila en 82? Est-ce que ça a été un livre libérateur? Ça a été une libération? Non, les pas fantômes vraiment. sont là, mais je les partage. Et lorsqu'on est en guerre, on est tout seul. Même si on est accompagné, on est seul. Et quand on reçoit un prix, on a l'impression qu'on n'est plus seul et que tout ce qu'on a vécu, c'est avec une cohorte qui nous suivait. Et je partage avec les lecteurs des blessures qui me sont propres. Donc je ne suis pas guéri. Mais vous n'êtes plus seul. Je ne suis plus seul. Et C'est ça. surtout, je ne veux pas être guéri. Ah Je veux non. que tout ça me hante jusqu'à la fin. Mais en tout cas, je ne suis plus seul. Et aux jeunes qui vont le lire et aux jeunes qui l'ont lu, je leur dis, faites attention parce que la guerre, c'est pas un jeu vidéo, c'est ça. Excellent, super beau message de paix, Monsieur Chalandon. Est-ce que vous avez de nouveaux projets? On vous aime beaucoup au Liban, on a envie de savoir si vous préparez d'autres, peut-être soit de l'Orient, de lauréats Écoutez, soit de l'Orient. je vais être très court. Oui. Un projet qui est beaucoup plus intimiste. Mon père est mort au mois de mars. C'était un être condoléances. très particulier, d'une violence extrême. Et ça sera sur qu'est-ce que c'est pour un enfant de vivre sous la violence. Et peut-être que cette violence-là conditionne le fait d'un jour d'avoir envie d'aller à la guerre. D'accord, merci beaucoup pour tous ces sujets, merci. Merci à vous. Merci. Un peu de noir sur mes yeux, une fleur dans mes cheveux, et mon corps commence à se déhancher. Un zeste de tequila, me voilà señorita, toujours prête à faire la fiesta. Il suffit que tout le monde se mette à danser. Oh, on est prêt à chanter et tout oublier sur un air latino. Je ressens le tango, des rythmes latinos. Il fait toujours très chaud, c'est Paris. Donc comme nous parlions il y a quelques instants du Choix de l'Orient, j'ai le plaisir d'avoir avec moi sur le plateau également la présidente du jury. Comment allez-vous, Najwa Barakat? Vous allez bien? Ça va très Donc bien. vous avez présidé ce jury passionnant, très dynamique et qui vraiment soulève beaucoup d'engouement, suscite de l'engouement. Comment vous avez vécu cette expérience? Et racontez-nous à propos de ce qui vient se passer actuellement, quelle a été la réaction autour de la victoire de Kamel Daoud? Écoutez, j'étais ravie d'être parmi des jeunes de cette qualité-là. Et j'étais vraiment agréablement surprise par le niveau, par l'enthousiasme, par la profondeur de leurs propos. Et ce que j'avais dit durant la proclamation du prix,
raconte vraiment ce que j'ai vécu à l'intérieur pendant les délibérations qui ont commencé à 12h30 et qui ont fini à 4h moins 5 par la rédaction du communiqué. C'était serré, les résultats. C'était serré, et puis c'était vivant. C'était percutant, c'était intelligent. C'était quoi les deux ouvrages qui étaient en lice, à part celui de Kamel Daoud? Il n'y a pas eu, parce qu'il y a eu un seul tour. Ah, donc, au premier tour, Oui. Meursault contre enquête a obtenu 13 voix. Sur 25. Donc, c'est plus que la moitié et ça ne nécessitait pas un second tour. Et les autres ouvrages qui avaient plu également, c'était lesquels? On ne va pas révéler, mais les autres ouvrages qui sont au nombre de 7, c'est ça, ont obtenu chacun des évaluations assez positives. Justement, parce que le choix était très intéressant. Finalement, vous puisez dans la sélection du prix Goncourt. Ça ne peut qu'être des ouvrages intéressants, n'est-ce pas? En effet. Ma question s'adresse à vous. Vous êtes étudiante. Vous avez participé en tant que jury à cette expérience fascinante. Racontez-nous un peu comment ça s'est déroulé. Quel est votre état d'âme par rapport à ça? C'était pour la troisième fois, en fait, mais c'est la première fois que je voyage à l'étranger pour représenter ma faculté. Donc, c'est quelle faculté? Vous venez de quel pays? Faculté des langues, Université Ain Shams. OK. Pour les 2 autres années, je lisais à peu près tous les romans du liste de concours et j'ai rédigé des chroniques qui ont été publiées sur le blog. Mais cette année, j'ai été choisie pour représenter ma faculté. Excellent. On a choisi le roman de Meursault contre enquête. Excellent. Et pourquoi vous avez fait ce choix rapidement? Pourquoi ce choix? Qu'est-ce qui t'a plu à toi dans cet ouvrage-là? Parce qu'on a déjà dit, c'est non seulement l'idée et la défense pour les droits des Arabes assassinés sur le territoire à cause des désastres de la guerre et de la colonisation, mais aussi c'est tout en faisant allusion à l'obscurantisme des islamistes et à la corruption du pouvoir. Kamel Daoud, surtout en Algérie, un grand auteur très connu en Algérie, a réécrit le célèbre roman d'Albert Camus, L'étranger, mais d'un point de vue arabe, ce qui a donné à son roman une grande originalité. On trouve aussi que contrairement à Camus qui a tout à fait négligé l'identité de l'arabe tué par son héros, le journaliste Kamel Daoud a donné à cet arabe un prénom, une famille, une histoire. C'est ça, la quête d'identité, c'est la question autour duquel c'est la cause que soulève le livre, vraiment. Et ce roman aussi présente des traits à la fois politiques, sociaux, religieux. La politique, c'est la colonisation contre la libération. Les traits sociaux, ce sont le regard curieux et accusant envers une femme rusée en deuil. Et dites-moi, c'était bon pour vous d'avoir tous ces ouvrages à lire? Vous étiez passionné, vous avez aimé donc vous embarquer dans cette expérience? Oui, ça nous a donné une grande confiance en nous et ça nous a encouragé à lire, et ce dans un temps où on se... Et en français? Oui, on se désintéresse de moins en moins à la lecture. Oui, excellent. Merci beaucoup pour votre témoignage. Merci à vous. Donc, Kamel Daoud, Meursault contre enquête, c'est le lauréat du Choix de l'Orient. On se retrouve après la pub. On a mis l'ambiance obligée, nos vestes, les chemises en l'air, on faisait voltiger. Faisait les gars, faisait les go dans la ronde. C'est là que sur elle je suis tombé, elle est si, j'en suis resté bouche bée. En temps normal abordé, j'aurais pas osé, mais tout est permis dans ces soirées-là. On braque, on branche, toi-même tu sais pourquoi. Pour qu'on finisse ensemble, toi et moi. C'est pour ça. On aime tous ces soirées-là. Jusqu'à l'eau, on les aime jusqu'à l'eau, bébé. Elles sont toutes bonnes à croquer, mais c'est sur elles que j'ai craqué. C'est le moment de positiver comme chaque soir dans l'émission spéciale du Salon du Livre avec la rubrique fixe de la campagne Positive Lebanon. Donc cette campagne-là qui a été initiée par les éditions Tamiraz et qui est soutenue par la BSL Bank, dans laquelle nous faisons passer chaque jour des initiatives positives libanaises qui font la fierté des Libanais. Ces Libanais qui trouvent toujours le dynamisme et la positivité d'aller de l'avant pour faire face à la sinistrose qui malheureusement entoure la région ces dernières années. Donc
Avant donc de passer à cette rubrique, sachez que nous avons déjà eu le plaisir d'interviewer la directrice des éditions Tamiraz, Tania Hajitoma Mhanna, qui nous a dit que cette initiative est pour elle comme un message d'espoir lancé à tous les Libanais, notamment à partir de la société civile libanaise. On regarde tout de suite ce petit reportage. Comme chaque soir, durant le Salon du livre francophone de Beyrouth, nous allons mettre l'accent sur Positive Lebanon, une campagne qui répertorie les activités, les initiatives de la société civile qui sont positives au sein du pays des Cèdres. Avec nous aujourd'hui, Micheline Tobia qui va nous parler de Mashallah News. Bonsoir Micheline. Bonsoir. Donc votre site à vous s'appelle Mashallah News, qui veut dire en français Dieu soit loué. Mais ça n'a rien d'un site religieux, n'est-ce pas? Non, absolument pas. C'est juste une expression qu'on trouve positive et qui représente la région, qui est utilisée dans toute la région. Donc c'est pour ça qu'on a voulu l'utiliser, parce que les gens aussi s'en rappellent facilement. Donc c'était une bonne raison de l'utiliser pour nous. Votre site à vous a commencé quand exactement? En novembre 2010, donc ça fait 4 ans. Et on a voulu couvrir le monde arabe, la Turquie et l'Iran, parce qu'on a décidé que on s'est rendu compte que la région était couverte d'une façon assez stéréotypée, et on voulait montrer notre façon à nous et nos histoires à nous avec notre perspective et notre angle. Donc vous dites que vous en avez marre des stéréotypes du style Laurence d'Arabie, CNN, les correspondants étrangers endoctrinés, les chameaux, les tapis volants. Qu'est-ce que vous voulez montrer de cette région? On veut montrer nos villes, ce qu'il y a vraiment dans nos villes, dans nos rues, ce que nous sommes en train de vivre, ce que nous connaissons, sur les personnes qui font nos villes ce qu'elles sont, sur le ramasseur d'ordures, sur les initiatives, sur les bâtiments, les histoires derrière ces bâtiments-là. Donc c'est ce qu'on veut montrer, on ne veut pas juste quelque chose qui soit trop simplifié, trop simpliste, trop différent et avec un vue de l'extérieur. Nous, toutes nos histoires sont racontées de l'intérieur, des gens qui connaissent leur ville. Et donc, quand vous parlez de l'intérieur, on va parler là du livre que vous avez entre les mains. Vous avez d'ailleurs été sélectionné par Tamiraz pour faire partie de la campagne Positive Lebanon. Donc, vous allez faire partie de l'ouvrage qui va paraître dans quelques mois. Mais déjà, vous avez publié un ouvrage chez Tamiraz qui s'appelle Beyrouth, chroniques et détours. Oui, on l'a publié en avril. L'ouvrage est aussi disponible en anglais, Beyrouth Recollected. Donc on a décidé de faire un appel à contribution à tous nos lecteurs. Et on a eu 20 contributions de 19 auteurs différents sur Beyrouth, sur des histoires oubliées, trop ignorées, et des choses que moi qui vis à Beyrouth, je les ai découvertes à travers les auteurs. Donc c'était une bonne opportunité pour nous de parler de notre ville aussi. Et vous avez remporté également une bourse, parlez-nous-en. Oui, on a reçu la bourse Epticard donnée par Canal France International et Skies Samir Assir Foundation, qui va nous permettre de travailler sur notre site, parce que ça fait 4 ans qu'on travaille à la base du volontariat. Donc ça sera une occasion de lancer un nouveau site en collaboration avec d'autres groupes libanais, dont Newsroom, pour avoir un nouveau site, de nouveaux lecteurs et de nouveaux auteurs aussi. Excellent, merci beaucoup Micheline pour tous ces détails et bonne chance pour Mashallah News. Et cet ouvrage, donc, on le retrouve au Salon du Livre, n'est-ce pas, au stand de Tamiraz. Merci. Donc c'est ainsi que jour après jour, nous allons découvrir, chers téléspectateurs, d'autres initiatives positives. Liban Positive ou Positive Lebanon, c'est la campagne qui nous accompagne durant ce salon. À demain. Et voilà, je vous retrouve après ce petit reportage. J'ai le plaisir d'accueillir à présent Marc Lambron. Bonsoir. Bonsoir. Comment allez-vous? Très bien. D'abord, félicitations. À Beyrouth, toujours très bien. À Beyrouth, toujours oui. Très bien. Ça fait plaisir. C'est votre 3e année, n'est-ce pas? Troisième fois au Liban. D'abord, félicitations. Vous venez d'être fraîchement élu à l'Académie française. Ça fait quoi que d'être à l'Académie française? Ça rajoute quelque chose de plus, une plus-value à ce que vous faites déjà, parce que vous êtes déjà un auteur complet. C'est très bien quand votre mère est encore vivante. Ça lui fait plaisir. Après, c'est curieux parce que vous savez que l'Académie française, c'est probablement la seule société d'esprit, la seule compagnie au monde qui existe depuis 4 siècles, quasiment, et où on continue, bon an, mal an, à élire 40 membres. Donc oui, c'est une partie symbolique de la France et même de l'histoire de France.
Donc j'ai l'impression d'être un boulon de la Tour Eiffel, quelque chose comme ça. En fait, ce qui est sympathique, c'est que vous devenez immortel là. Quand vous faites partie de l'Académie française, vous faites partie des immortels. Et dans votre ouvrage dont on va parler, tu n'as pas tellement changé. Vous parlez de cette immortalité, c'était écrit avant votre entrée à l'Académie. Parlez-nous un peu de ça et du sujet de votre ouvrage qui est très poignant. Bon, l'immortalité de l'Académie, elle est relative, d'abord parce qu'il y a l'éternel au-dessus des immortels, et puis justement c'est un régime de succession, donc vous succédez à quelqu'un qui a disparu et vous savez très bien que vous aurez un jour un successeur, donc ça rend modeste. L'immortalité rend aussi modeste et voire mortel. Bon, le livre c'est autre chose, c'est pas un roman, hein, c'est un récit. C'est un récit que j'avais écrit il y a de nombreuses années, que je publie seulement maintenant. J'avais un frère cadet qui avait 4 ans de moins que moi, qui était homosexuel, qui est mort du sida en 1995 et à son décès, après l'avoir accompagné pendant 8 années de maladie, j'ai eu le besoin de fixer. J'avais peur de l'oubli et donc avec cet acte de mémoire immédiate qui était de conserver, de consigner une sorte de stèle, comme une stèle écrite. Mais c'est très bien écrit, c'est très poignant, c'est très touchant. Et en peu de pages, en peu de mots, vous dites aussi on connaît et méconnaît ces êtres proches qui nous entourent. C'est aussi ça, découvrir sa famille de manière différente, en parler de manière différente. Peut-être que nos meilleurs étrangers, ce sont nos familiers. Justement. Et que dans les familles, il y a toujours des choses cachées, des placards qui n'ont pas été ouverts, ou des malentendus, ou des non-dits. Et ce que raconte ce livre, c'est comment est-ce que la maladie d'un frère peut aussi, dans les quelques années qui lui restaient, au fond avoir donné l'occasion d'un approfondissement, d'une connaissance, d'une intimité que peut-être nous n'aurions jamais eue s'il n'y avait pas eu cette tragédie. Les tragédies rapprochent aussi. Merci beaucoup pour tous ces détails. Nous allons avoir le plaisir de découvrir ce livre-là. J'incite les téléspectateurs à le lire parce qu'il est très poignant, rapide également et aussi très touchant parce que c'est cette relation entre les frères qui est très bien décrite. Merci beaucoup pour tous ces détails. Désolée pour la petite entrevue, mais nous n'avons plus le temps. L'émission tire à sa fin. Ça sera donc le mot de la fin. On se retrouve cette semaine également durant le Salon du Livre. À bientôt.